Alors, je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour discuter d'art et d'animaux, d'autant plus puisqu'il s'agit d'un colloque à caractère interdisciplinaire, pardon. Alors, il semble bien que les études animales fassent leur chemin dans les milieux universitaires francophones, lentement mais sûrement, et on ne peut que s'en réjouir. La communication que j'ai préparée rassemble des réflexions préliminaires issues des recherches que j'ai entamées cet hiver au sujet de la polémique suscitée par l'exposition Art in China After 1989, tenue au Guggenheim Museum de New York à l'automne 2017. Donc exposition qui s'est soldée par la censure de 3 œuvres. Alors, il s'agit d'un cas éminemment complexe qui met en scène, d'une part, la réticence des institutions artistiques à reconnaître les considérations liées à l'éthique animale et, d'autre part, les mécanismes de propagation de controverses à l'heure des campagnes de contestation virales en ligne. Alors, pour vous entretenir de ce sujet, je revais un double chapeau, donc celui d'abord d'une antispéciste, mais aussi celui d'une historienne de l'art spécialisée dans la censure de l'art contemporain, positions qui ne sont pas nécessairement évidentes à concilier, vous vous en douterez. Je n'entends pas faire l'apologie ou encore le procès des œuvres au centre du conflit, mais plutôt examiner avec vous de manière nuancée, je l'espère, les tenants et aboutissants de ce scandale retentissant, qui est à mon sens révélateur du climat actuel en ce qui a trait au débat public et à la lutte animaliste plus globalement. Je dois aussi vous avertir d'emblée que certaines images de mon PowerPoint peuvent être parfois difficiles ou dérangeantes, comme vous pouvez déjà peut-être le constater avec même l'image de couverture. Alors, j'estime qu'il est nécessaire de voir les œuvres en question pour pouvoir s'en faire un jugement éclairé, d'autant plus que j'ai pu constater dans mes recherches au doctorat que les individus qui réclament la censure d'une œuvre ou d'une exposition ne les ont bien souvent pas vues eux-mêmes, s'appuyant sur des allégations parfois erronées. Les animaux non humains sont entrés dans les expositions d'art contemporain il y a quelques décennies déjà. Qu'ils soient morts ou vivants, naturalisés, traités avec respect, réduits à l'état de viande ou maintenus captifs. Le fort pouvoir d'attraction qu'ils exercent peut d'ailleurs servir les desseins les plus variés. Une constante demeure toutefois. Les animaux interviennent le plus souvent qu'autrement en tant qu'objet et non comme êtres sentients. Ils sont très souvent utilisés comme symbole ou comme métaphore dans l'art contemporain. L'animal est au mieux qu'un représentant de son espèce qui pointe vers autre chose que lui-même. Dès lors qu'il n'est là que pour signifier un référent extérieur, il est fort probable que son individualité, ses besoins spécifiques et son intérêt à vivre ne seront pas pris en compte par l'artiste. D'ailleurs, la présence de cruauté envers les animaux dans l'art contemporain est telle qu'un groupe d'artistes a fondé en 2000 la Justice for Animals Arts Guild, donc la guilde des artistes pour une justice animale. Alors, les membres de ce groupe s'opposent formellement à l'usage d'animaux vivants dans des œuvres d'art, peu importe le contexte. Et cette proposition très tranchée comporte elle aussi son lot de problèmes, à mon avis, mais nous y reviendrons peut-être dans la période de questions. Je serais curieuse de savoir votre point de vue sur le sujet. Alors que les études féministes, postcoloniales et queer ont bénéficié d'une attention soutenue par les chercheuses en histoire de l'art au cours des dernières décennies, bien qu'il y ait bien entendu encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine, la question de la représentation des animaux non humains commence tout juste à être reconnue, à émerger dans les études visuelles. Et le milieu de l'art demeure encore, à ce jour, relativement hermétique à ces enjeux. Disons seulement que le pont entre l'éthique animale et la sphère de l'art contemporain n'est pas encore véritablement établi, étant donné que les défenseurs de la cause animale et les spécialistes des arts visuels ont a priori des points de vue difficilement conciliables. Alors les unes vont privilégier la liberté de l'animal, alors que les autres vont avoir tendance à privilégier la liberté de l'artiste. On se trouve ainsi bien souvent dans une impasse lorsque vient le moment de déterminer quelle liberté doit avoir préséance sur l'autre. Souvent teintée de scandale, l'utilisation d'animaux dans l'art divise les expertes autant que le grand public, comme le montre la récente controverse entourant une œuvre de l'artiste franco-algérien Adel Ebdesemed, adepte de l'esthétique du choc, qui s'est attiré maintes fois les foudres des associations de défense animale par le passé. Alors cette fois-ci, l'œuvre en question est Printemps, donc une œuvre de 2013, présentée au Musée d'art contemporain de Lyon le mois dernier à l'occasion d'une exposition solo de l'artiste. Alors il s'agit d'une vidéo montrant une séquence de 3 secondes présentée en boucle, tournée dans un marché marocain. On y voit des poulets qui sont suspendus par les pattes et qui semblent être brûlés vifs, agitant leurs ailes frénétiquement,
scène qui a été en réalité créée à partir d'effets spéciaux. Plus précisément à partir d'une substance qui permet de créer un effet de flamme, dont je ne connais pas le nom. Donc, une technique que l'artiste a utilisée lui-même par le passé, par exemple dans cet autoportrait de 2012 intitulé « À propos, je suis innocent ». L'œuvre était présentée dans une section à part de l'exposition à Lyon et elle était précédée d'un avertissement. Printemps, évocation directe des exactions commises dans la foulée du printemps arabe, se veut aussi une allégorie de toutes les violences, dont celles infligées aux animaux, nous informe la direction du musée. Voilà des intentions plutôt étonnantes venant d'un artiste ayant notamment livré serpents, araignées, coqs et chiens à s'entre-dévorer dans une arène pour une autre œuvre vidéo tournée au Mexique cette fois, quelques années auparavant. Malgré les mesures prises par le MAC de Lyon, Printemps, ponctué de piaillements assourdissants pour amplifier l'effet dramatique, n'en demeure pas moins insoutenable. Et le scandale a éclaté donc le mois dernier, comme je l'ai mentionné, lorsque Émeric Caron, célèbre journaliste vegan, a décrié l'œuvre sur Twitter, provoquant aussitôt une pluie de commentaires dans les médias sociaux, les internautes urgeant le musée de retirer l'œuvre immédiatement. Comme le signale à juste titre Caron dans un article paru peu après dans Libération, bien que l'œuvre ne provoque pas la mort des oiseaux, l'artiste les soumet tout de même à un stress important, des flammes embrasant leur corps, ne serait-ce que quelques secondes, laissant leurs plumes noircies. Le directeur du musée, Thierry Raspail, ne pouvait d'ailleurs affirmer avec certitude que les animaux sont sortis indemnes du processus. Face à cette vague de critiques qui a notamment été accompagnée de commentaires haineux et racistes en ligne, Abdessemed aurait choisi, à regret, de retirer l'œuvre de son propre chef. Donc maintenant, en ce qui concerne l'objet principal de ma présentation, les œuvres impliquant des animaux présentées au Guggenheim devaient figurer dans la plus grande exposition d'art contemporain chinois jamais organisée en Amérique du Nord. Rassemblant 150 œuvres de 71 artistes et collectifs réalisées entre 1989 et 2008. Date charnière pour la Chine qui a connu des bouleversements économiques et sociopolitiques majeurs à la suite des manifestations sanglantes de la place Tiananmen et dans les années précédant la tenue des Jeux olympiques d'été à Beijing il y a 10 ans. Des moments donc qui ont agi à la fois comme traumatisme et comme catalyseur de création pour les artistes qui ont cependant été nombreux à connaître la censure et à s'exiler en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. L'art chinois n'en a pas moins connu un essor fulgurant sur la scène internationale depuis les années 90. Souhaitant faire état de la diversité des pratiques qui ont émergé depuis 1989, les commissaires de l'exposition, Alexander Monroe, Philippe Tinari et Hu Hanru, ont notamment voulu présenter des travaux issus d'une mouvance particulièrement subversive de l'art chinois apparu en réponse au climat de répression imposé par le régime communiste. Aspects qui ont été discutés dans une entrevue accordée au New York Times le 20 septembre dernier. Donc, certaines des œuvres de l'exposition étaient alors présentées dans cet article publié en ligne, et c'est à partir de ces informations que la polémique s'est vite propagée. Donc, la controverse éclate le lendemain, peu après la mise en ligne d'une pétition sur le populaire site change.org, soit 2 semaines avant l'ouverture de l'exposition. Ils sont ciblés 3 œuvres impliquant des espèces variées sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants. La campagne de contestation acquiert rapidement un caractère viral, recueillant l'appui de plus de 600 000 internautes en moins d'une semaine. À ce jour, la pétition est toujours en cours d'ailleurs, et elle a accumulé plus de 800 000 signatures. Alors, la première œuvre concernée est une performance conçue par Chu Bing en 1994 intitulée A Case Study of Transference, qui est documentée au moyen d'une courte vidéo. Chu est principalement connu pour ses installations épurées et son médium de prédilection, la calligraphie. L'œuvre irrévérencieuse met en scène 2 cochons issus de l'hybridation de races américaines et chinoises en train de copuler. Le corps de la truie est recouvert de faux caractères chinois qui ont été étampés avec de l'encre et celui du porc de caractères romains formant des mots dépourvus de sens. Par cette confrontation incongrue de la nature et de la culture, l'artiste entend ainsi évoquer le choc des civilisations occidentales et orientales, les transferts et les hybridations culturelles.
La seconde œuvre a soulevé l'émoi est Theater of the World, réalisée par Wang Yongping en 1993. Elle est entendue comme la pièce maîtresse de l'exposition du Guggenheim, lui donnant le ton en début de parcours, d'où d'ailleurs sa mention dans le titre même de l'exposition. Considéré comme une figure phare de l'avant-garde chinoise, Wang est l'instigateur du groupe Xiamen Dada, formé au début des années 80. L'artiste, qui vit en France depuis 89, est reconnu pour sa pratique iconoclaste, inclassable. L'installation Theater of the World est formée d'un vivarium en forme de tortue, symbole tiré de la cosmologie chinoise, contenant une centaine d'arthropodes, d'amphibiens et de reptiles vivants. Espèces qui ne cohabitent normalement pas ensemble et qui sont par conséquent vouées à s'entre-dévorer ou à éventuellement mourir d'épuisement au cours de la durée de l'exposition, étant donné qu'elles ne sont pas nourries, donc pendant 3 mois. Les animaux devaient être réapprovisionnés occasionnellement au cours de ces 3 mois par une animalerie new-yorkaise pour l'occasion. Polysémique, l'œuvre se veut une réflexion sur les forces antagonistes qui gouvernent l'existence humaine et sur l'éternelle quête de domination. Elle est aussi une incarnation animalière du dispositif du panoptique, le vivarium devenant simultanément une prison, une arène et un zoo miniature. Une sorte de micro-société où règne le chaos, mettant ainsi en évidence les difficultés que pose la coexistence sur Terre. Il s'agit aussi d'une évocation d'une forme de chamanisme ancien chinois, donc plus précisément de la préparation du gu, au goût, une potion aux vertus prétendument magiques originaires de la Chine du Sud, obtenue en enfermant 5 animaux venimeux dans un pot pendant 1 an. Le corps de l'animal restant à la fin posséderait soi-disant un effet puissant. Theater of the World n'en était pas à sa première exposition. L'installation a en effet causé de vastes polémiques en Europe et en Amérique du Nord depuis sa création. Elle a notamment été censurée lors de sa présentation à Paris en 1994, à Rotterdam en 2000 et à Vancouver en 2017. Donc, dans chacun de ces 3 cas-là, les animaux ont été en fait retirés du dispositif et le vivarium comme tel était demeuré dans l'exposition. Wang n'a cessé de démentir les accusations de cruauté animale qui lui ont été adressées. Au sujet des critiques qui visaient son œuvre l'automne dernier, il a affirmé en entrevue que les réactions suscitées par la venue de Theater of the World à New York étaient le fruit d'une sensiblerie mal placée, qui exemplifie l'adoration des animaux de compagnie en Occident, révélatrice selon lui d'une forme de narcissisme. On voit bien que la question de la sensibilité des animaux est sciemment mise de côté par Wang. Maintenant, la 3e œuvre à être visée dans la pétition est une fois de plus une performance documentée par une vidéo. Il s'agit de Dogs That Cannot Touch Each Other, réalisée en 2003 par le couple formé par Sun Yuan et Peng Yu. Alors, ils ont fait partie d'un ensemble d'artistes désignés comme les Beijing Shockers dans la presse ou encore comme le groupe Cadavre qui ont été au tournant des années 2000, qui ont créé, au tournant des années 2000 des œuvres extrêmement transgressives présentées entre autres dans des expositions clandestines dans la capitale chinoise. Sun et Peng ont notamment créé des performances et des installations impliquant des cadavres humains et non humains. Inutile de dire que les artistes se sont heurtés plus d'une fois à la censure, en Chine comme ailleurs dans le monde. Ils se sont depuis, pour ainsi dire, assagis et ont recours désormais à des mannequins hyper-réalistes en fibres de verre et à des animaux naturalisés au lieu d'individus vivants. La performance de 2003 a eu lieu donc dans une galerie de Beijing. 8 chiens de type pitbull sont alors loués pour l'occasion à un chenil qui entraîne ces animaux pour le combat, une pratique légale en Chine à ce moment. On remarque que certains sont d'ailleurs visiblement amaigris ou présentent des cicatrices sur la tête. Ils sont disposés face à face et attachés au moyen de harnais à des tapis roulants pendant au total 2 laps de 7 minutes, entrecoupés d'une pause de 7 minutes également. Donc pour une durée totale de 21 minutes, si je compte bien. Il est à noter que les tapis roulants ne sont pas motorisés. Ils n'étaient pas techniquement, donc les chiens n'étaient pas techniquement forcés d'avancer, bien que les tapis étaient inclinés, ce qui faisait en sorte que leur centre de gravité était déplacé. Donc l'œuvre est censée représenter la pulsion de violence irrépressible des humains. Toutefois, lorsqu'on observe attentivement les chiens, on voit qu'ils ne démontrent pas de signes d'agressivité évidents, ce qui vient en fait paradoxalement contredire le propos des artistes. Quoi qu'il en soit, les chiens sont traités, au dire de Sun et Peng, tels les athlètes de haut niveau. Arrivés sur place dans 8 limousines respectives, ils sont massés entre leurs 2 courses de 7 minutes.
La performance intervient peu après l'annonce de la tenue des Jeux olympiques dans la capitale chinoise. Sun et Peng voulant ainsi faire allusion aux dérives de l'entraînement sportif professionnel en Chine. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous présenter un petit extrait de la vidéo qui documente la performance pour vous donner une meilleure idée de quoi, finalement, il s'agit. Alors, l'œuvre serait le pendant animal d'une autre performance réalisée la même année par le duo intitulé Contend for Hegemony, où 3 boxeurs professionnels de catégories de poids différentes se livrent un combat inégal. La comparaison fonctionne si on ne tient pas compte du fait que les chiens, à l'exception des boxeurs professionnels, ne sont pas des participants consentants. Alors, il n'y a pas d'équivalence possible, à mon sens, entre Dogs That Cannot Touch Each Other et, en fait, des œuvres de body art extrêmes ou des performances où la sécurité des participants humains volontaires est mise en péril, comme dans ce cas-ci. Donc, si l'on suit Ruven Ogien, philosophe en faveur d'un minimalisme moral, qui a abondamment publié sur la question de la censure, ce que l'on fait à soi est moralement indifférent, évidemment dans le cas des humains. Il n'y aurait pas de préjudice lorsqu'une personne décide de s'infliger des mutilations corporelles, par exemple. Donc, aucune nécessité de légiférer ou de censurer des œuvres impliquant de telles actions, aussi offensantes ou dérangeantes soient-elles. Selon cette perspective, il en va autrement lorsqu'on a affaire à des personnes vulnérables que l'on recrute pour des actions artistiques, à des enfants ou encore à des animaux qui ne peuvent bien entendu, en aucun cas, consentir à de telles activités. Donc, c'est une chose d'utiliser son propre corps dans des interventions artistiques transgressives et violentes, mais c'en est une autre de faire intervenir des individus qui ne sont pas en position de donner leur consentement. Alors, cette fausse équivalence entre les humains et les animaux sera d'ailleurs un argument mobilisé à maintes reprises par les défenseurs de l'œuvre lors de la controverse, alors qu'il s'agisse des artistes, des commissaires ou de journalistes et d'historiennes de l'art qui sont intervenus dans la presse, notamment et en ligne. Alors, si on met de côté Theater of the World, qui est de toute évidence, je dirais, inacceptable d'un point de vue purement moral, est-ce que montrer les performances préexistantes de Chu Bing et de Sun Yuan et Peng Yu perpétue la suprématie humaine? Oui, sans aucun doute. Mais est-ce là un motif valable pour les censurer? Cette question est, selon moi, plus délicate. La réponse courte, selon moi, serait non, mais on pourra peut-être en rediscuter. C'est évidemment très complexe. Alors, dans un autre ordre d'idées, ce n'est certainement pas un hasard si la campagne de contestation en ligne a placé l'accent sur l'œuvre de Sun et Peng. J'y vois une conséquence directe de ce que l'on peut nommer l'effet Yulin. Alors, la campagne contre le festival de litchi et de viande de chien de la ville de Yulin en Chine, qui est tenue annuellement depuis 2009, a défrayé les manchettes au cours des dernières années. L'extraordinaire ampleur de ce mouvement que ce mouvement a pris sur le web explique sans doute la rapidité avec laquelle la pétition visant le Guggenheim s'est propagée. De surcroît, l'association a vite été faite en ligne entre la maltraitance de chiens et les artistes chinois, effet d'une sinophobie doublée de spécisme, considérant la compassion sélective de l'Occident envers certains animaux, exemplifié dans ce célèbre mime, donc j'ai pas pu me retenir de l'utiliser ici, alors qu'il est un bel exemple de dissonance cognitive. Internautes et activistes concentrent donc leurs efforts sur la vidéo de Sun et Peng, qui, en toute objectivité, n'est pas celle qui cause le plus de souffrance, bien qu'elle demeure éthiquement discutable. Les centaines d'insectes, d'arachnides, d'amphibiens et de reptiles destinés à périr dans Theater of the World ne soulevant pas le même élan d'indignation. On voit apparaître sur Facebook et Twitter des images comme celle-ci avec le hashtag Torture is not art, un slogan repris sous une forme dérivée lors d'une manifestation devant le Guggenheim à droite quelques jours plus tard. Donc, cet argument visant à nier le statut artistique d'une œuvre controversée est récurrent, comme l'a montré la théoricienne Nathalie Hennig, qui a développé une sociologie axiologique pour étudier les polémiques artistiques. Donc, les personnes qui dénoncent les œuvres leur refusent ici toute valeur esthétique, tandis que le musée et le monde de l'art refusent de considérer leurs implications éthiques. Alors, les actrices et les acteurs impliqués dans cette controverse mobilisent de cette manière des registres de valeurs qui sont incompatibles pour envisager les œuvres, limitant ainsi la possibilité d'un dialogue véritable en ce qui a trait aux responsabilités imparties aux institutions muséales en matière d'éthique. PETA et l'American Kennel Club, donc le club canin américain, sont également intervenus dans l'affaire, décrivant l'œuvre de Sun et Peng comme une vidéo de combat de chiens.
alimentant la confusion, plusieurs pensant que des chiens allaient être placés dans l'espace d'exposition au Guggenheim. Donc, il y a certainement eu beaucoup de désinformations en ligne, de fausses informations ayant circulé dans les médias sociaux. Le musée a d'abord tenté d'expliquer Dogs That Cannot Touch Each Other par l'entremise d'un communiqué de presse dont j'ai relevé ici un passage que je vais vous lire et que j'ai traduit moi-même. Donc, indissociable du contexte artistique et politique dont elle est issue, Dogs That Cannot Touch Each Other est une œuvre délibérément difficile et provocatrice qui interroge et critique les systèmes de pouvoir et de contrôle. Nous reconnaissons que l'œuvre peut être dérangeante. Les commissaires de l'exposition espèrent que les visiteurs vont considérer la raison pour laquelle elle a été créée, ainsi que ce qu'elle peut vouloir dire au sujet des conditions sociales de la mondialisation et de la nature complexe du monde dans lequel nous vivons. Donc, cette explication plutôt vague m'apparaît assez peu convaincante. Voyant que ça ne permettait pas d'apaiser la tourmente dans laquelle il était plongé, le musée émet par la suite un second communiqué de presse le 25 septembre pour annoncer à regret le retrait des œuvres vidéo et la modification du dispositif de l'œuvre de Wang, donc qui sera présentée sans animaux à l'intérieur. Le musée esquive ici, ainsi à dessein, la question de la souffrance animale, se contentant de déplorer ce qu'il considère comme une dangereuse attaque envers la liberté d'expression. Donc, on peut lire ceci dans le deuxième communiqué. Bien que ces œuvres aient été exposées par le passé dans des musées asiatiques, européens et états-uniens, le Guggenheim regrette que des menaces de violence explicites et répétées aient rendu ces décisions nécessaires. En tant qu'institution artistique engagée à présenter une multiplicité de points de vue, nous sommes consternés de devoir retirer ces œuvres. La liberté d'expression a toujours été et sera toujours une valeur primordiale pour le Guggenheim. Et on voit ici les œuvres telles qu'elles ont été présentées finalement dans l'exposition. Donc, à gauche, l'œuvre de Wang, exempte d'animaux, donc qui était accompagnée d'une autre œuvre qui s'appelle Bridge, qui elle aussi devait comporter des animaux à l'intérieur. Et à droite, donc, les œuvres vidéo qui sont simplement présentées avec le titre de l'œuvre, sans évidemment la vidéo complète. Alors, la majorité des voix du milieu de l'art ont dénoncé cette censure, dont le célèbre artiste et dissident chinois Ai Weiwei, dont des œuvres étaient également présentées dans l'exposition Guggenheim. Alors, il va dire, lorsqu'une institution artistique ne peut exercer son droit à la liberté d'expression, il s'agit d'un moment tragique pour la société moderne. Les pressions visant à faire retirer les œuvres de musées témoignent d'une compréhension étroite des droits des animaux, mais aussi des droits humains. Alors, seule une poignée de journalistes et les historiens de l'art Stephen F. Eisenman et Sarah Cohen se sont accordés pour dire que le musée cautionne la cruauté envers les animaux en présentant ses œuvres. Or, tant qu'il n'y aura pas d'appui majeur de l'intérieur de la salle muséale, les choses ne risquent pas vraiment de changer. Et je réalise que je manque de temps. Je vais simplement mentionner que j'ai remarqué la semaine dernière que le musée a annoncé qu'il allait pour la première fois organiser donc une discussion publique sur les controverses qui l'ont touché ces derniers mois. Et donc, j'ai d'abord été assez enthousiaste lorsque j'ai vu cette annonce. Je me disais, enfin, les questions vont vraiment être adressées de manière plus rigoureuse. Mais j'ai plutôt déchanté en voyant que la nature du programme, donc, on y laisse entendre que l'attaque que le musée a subie à l'automne 2017 est le fait de la rectitude morale toxique qui empoisonnerait actuellement les débats publics aux États-Unis. Une véritable campagne de salissage par de vulgaires Philistins. J'exagère à peine. On assimile notamment les critiques qui leur ont été adressées en ligne aux tactiques de swarming adoptées par les militants de la alt-right. Le musée se positionne en quelque sorte comme une victime ici, ce qui permet de penser qu'ils n'ont nulle intention de revoir leur politique en matière de présentation d'œuvres impliquant des animaux. Elles ont d'ailleurs accepté le mois dernier un don anonyme de l'œuvre de Chu Bing, donc cette fameuse œuvre impliquant des cochons, documentée par une vidéo. Donc cette œuvre fait désormais partie de leur collection. Et l'exposition Art in China After 1989 va être présentée de nouveau au Guggenheim de Bilbao, cette fois en Espagne, dès le mois prochain. Alors, il reste à voir si les 3 œuvres contentieuses seront intégrées ou non à ce moment et si cette controverse se réactivera par la même occasion. Alors, je conclurai en disant que qu'il y a somme toute encore beaucoup de chemin à faire pour que les préoccupations liées à l'exploitation animale soient prises au sérieux par le monde de l'art. D'où l'importance d'activités scientifiques comme celle à laquelle nous prenons part aujourd'hui. Merci et désolée pour